vos troupes sur 2 ans et tout ça. Et si, en effet, on veut être capable de contrecarrer ces grandes forces prédatrices qui sont extrêmement puissantes, il faut se mobiliser. Fait que je trouvais ça intéressant que vous en parliez aussi dans votre échange. Comment on la fait maintenant, cette mobilisation, comment on se structure? Et ça, c'est parce qu'on parlait des défis de la classe moyenne. Et ça, c'en est un qu'on n'a pas abordé et qui est central. C'est qu'en ce moment, le grand couple organisationnel du socialisme du 20e siècle, parti et syndicats, les deux ne sont plus capables de rejoindre cette classe moyenne dont on parle. Soit parce que la classe moyenne n'est pas syndiquée, ou quand elle l'est, c'est contre son gré, à cause de la forme Rand, et au fond, elle n'a pas vraiment envie de l'être. Et les partis, on l'a vu une fois plus tard en fin de semaine avec le taux de participation, ont eu aussi de la difficulté à recevoir l'adhésion des gens, et quand ils reçoivent, c'est sous forme de vote. Il y a très peu de structures démocratiques dans lesquelles les gens concrètement peuvent s'impliquer. La plupart des partis ont abandonné ce mode d'organisation-là. Donc on se ramasse avec une classe moyenne qui non seulement a de la misère à se donner des référents symboliques de lutte, à s'objectiver comme classe en lutte, mais qui en plus n'a pas de structure pour se mobiliser. Et ça, je peux vous dire que chez beaucoup d'intellectuels néo-marxistes, c'est en ce moment un gros objet de recherche et de réflexion en disant il faut développer des nouvelles formes organisationnelles parce que partis et syndicats, ça n'est plus assez. Il y a tous les nouveaux mouvements sociaux, mouvements féministes, antiracistes, tout ça, qui sont intéressants, mais qui ne permettent pas de faire de la mobilisation sur des mobilisations de masse, qui peuvent être vraiment des forces sociales pour faire le changement social. Il y a par contre des choses intéressantes qui se passent. Vous avez probablement entendu parler du syndicat Unifor, qui vient d'être créé au Canada par la fusion des TCA et du syndicat canadien de l'énergie et du papier. C'est maintenant le plus gros syndicat au Canada dans le secteur privé. Et ils ont développé, justement, avec des professeurs, une nouvelle forme de locaux syndicaux qui s'appelle les Community Chapters. Donc, c'est des locaux syndicaux, mais communautaires, qui permettrait, en théorie, c'est vraiment encore en développement, mais de former des locaux syndicaux dans des communautés. Donc, par exemple, si vous êtes travailleuse autonome dans Hochelaga-Maisonneuve, vous pouvez prendre votre carte du syndicat et aller voter dans une assemblée générale syndicale où il y aurait 5 étudiants du cégep, 3 femmes de ménage, qui évidemment ne peuvent pas être organisées par des formes traditionnelles de syndicalistes, des travailleurs autonomes, des ST sociaux, des personnes âgées qui pourraient s'organiser et qui auraient des votes même dans les instances syndicales, après ça au niveau régional et national. Donc, c'est des choses qui sont en train de se travailler et je pense qu'il faut rester très attentif à ces développements-là parce qu'il va falloir trouver, vous l'avez très bien dit, il va falloir trouver des modes d'organisation, des nouveaux modes d'organisation. Et peut-être que, je pense que moi je crois au mouvement syndical, mais il n'a peut-être pas en ce moment toutes les réponses. Et il faut développer des nouvelles formes d'organisation parce que c'est la première raison du succès relatif, mais du succès quand même du mouvement. C'est juste pour donner un exemple, moi et mes amis, on est employés chez Renaud. Donc, oui. On est dans la grève et dans le chiffrage. Et il y a deux types de situations qui se présentent. Une qui est négative, une qui est très positive. Au point de vue négatif, on a justement cette classe moyenne qui rentre, qui passe les lignes de piquetage parce que le petit garçon a besoin de son Lego. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose sur le Lego. Souvent, c'est ça l'excuse. Le Lego est primordial. Le Lego, je comprends ça. Mais il y a quelque chose qui je suis très pessimiste dans ce genre de situation-là, mais il y a des gens il y a énormément de gens qui nous appuient et qui retournent de bord. Et puis, il y a même des parents qui, avec leurs enfants, qui viennent nous voir et nous demandent d'expliquer à leurs enfants pourquoi on ne traverse pas une ligne de piquetage. Donc, quand on s'adresse à ces gens-là, quand on leur explique, parce qu'on n'est pas des médias, quand on leur dit c'est quoi les salaires, que le métier de livreur est à protéger, que de se faire dire par son employeur que demain tu es malade parce que j'ai décidé que tu ne rentrais pas, que ça fait partie de ce qu'on vit et que les gens pensent que les livreurs gagnent beaucoup plus que... Alors qu'on a une formation, la plupart ont des bacs, des maîtrises.
quand on s'adresse à ces gens-là avec un cas précis, on se rend compte qu'il y a de l'espoir. C'est juste de trouver une manière de communiquer. Et c'est sûr que c'est à petite échelle. En automne, on se rend compte qu'il y a des gens qui nous tirent du courage, qui disent je vous appuie, je n'étais pas au courant. Parce qu'ils savent juste pas. Juste pour faire un complément à ça, on remarque aussi que de plus en plus avec les médias sociaux, même juste dans notre grève, ça transmet beaucoup et on a beaucoup de soutien là-dessus. Même pendant la grève étudiante aussi, les médias sociaux, ça a contribué énormément. Donc, c'est quand même une réponse aussi aux médias de masse. Mais sans doute sûr, je pense, en effet, le problème, c'est que ça ne sera pas une panacée non plus. C'est que ça crée des effets inverses aussi, mais c'est ça, c'est-à-dire au moins ça crée un équilibre où il y a deux avenues. Et l'autre, je pense que quand on parlait de cette menace-là, ça fait partie aussi du discours, c'est-à-dire la fausse lucidité du discours médiatique, souvent, mais aussi la fausse menace, on se réinvente toujours, c'est-à-dire autant pendant le printemps érable, il y avait toujours cet argument-là, personne, tout le monde, tous les médias, tous les artistes sont carrés rouges, puis là, quand tu arrives avec des proportions, c'est un peu ça, donc ce côté-là de l'information qui ne circule pas, mais au moins ça peut permettre ça. Tu sais, je suis assez content, moi j'ai tendance à penser comme ça aussi, cette idée que tout à coup, quand un contact peut se recréer avec quelqu'un, je pense que c'est George Orwell qui disait ça, qui était pourtant, tu sais, je veux dire, c'est 1984, c'était pas un grand optimiste, on s'entend, mais qui disait qu'il n'avait jamais été surpris. Autant il désespérait de l'espèce humaine en tant qu'espèce, justement, autant il était toujours surpris quand il échangeait avec quelqu'un de précis, il se donnait la peine de parler avec. Ça, je pense qu'on a un peu ça. Puis souvent, en fait, pour continuer là-dessus, c'est que souvent, parce qu'on parlait du discours, comme le discours d'une certaine droite qui récupère des frustrations réelles, mais qui même des fois joue sur des affects qui en fait, devraient parfois être aussi stimulés par la gauche. Par exemple, la question de la famille. C'est pas normal que ce soit la droite qui parle de la famille. C'est pas normal que ça soit devenu un discours qu'on associe spontanément à la droite. Il devrait y avoir un discours de gauche qui serait pas le même, mais aussi sur l'importance de la famille. Sur la question de la sécurité aussi, c'est quelque chose qu'on a laissé historiquement à la droite, puis on aurait avantage à interpeller ces enjeux-là aussi, parce que le vrai monde, justement, mais ça fait partie de leur préoccupation, puis c'est légitime, en estime. Ouais. Moi, j'ai un commentaire. De toute façon, pour faire quoi ce que vous dites, moi aussi, je suis employé chez Renouvelé dans le un truc que je regarde aussi surtout, c'est évidemment des réactions sur les médias sociaux, les partages qu'on fait, on en parle à nos amis, on essaie de sensibiliser à ça également. Mais un truc que je remarque beaucoup également, ce sont, ça paraît être banal, dit de même, mais je regarde beaucoup les commentaires sur les sites de grands médias de nouvelles, c'est Radio-Canada, je pense que c'est Le Devoir également qui a une section de commentaires. Et je remarque beaucoup, j'avais remarqué également sur toutes les questions qui entouraient la commission parlementaire sur le prix du livre, il y a beaucoup de préjugés qui sont énormément véhiculés et auxquels la population se nourrit, se gargarise avec ça. Et ces gens-là se cachent quasiment derrière leur écran d'ordinateur et de publier ça. Pas du tout c'est qui. Ce qui est quand même assez dommage parce qu'on a l'écran d'anonymat qui est direct devant nous. Pas moyen d'aller voir qui c'est qui parle. Pas idée, dans le fond, qui c'est la personne qui est en train de parler, donc littéralement. Ça fait un peu penser à une petite table ronde à laquelle j'avais assisté l'année dernière, qui est animée dans Rosemont Patrie par deux blogueurs au voir, Yannick Marcil et Marc-André Cyr, sur la question des frais de scolarité, justement, peu après l'élection du PQ en 2012. Et il disait que l'un des moyens qu'on pourrait employer pour élaborer la base d'une structure pour les rejoindre plus de monde, c'est d'aller rejoindre du monde qui ne sont pas familiers avec ce genre de discours-là. Et je reprends une formule que Yannick Marcel avait employée à l'époque. C'est bien le fun d'écrire au voir, mais on écrit à du monde qui est déjà d'accord avec nous. Parce que c'est un média qui regroupe un certain type de public, et ce type de public-là, ben, il se trouve qu'il
né en accord avec ce type de discours. J'ai juste une petite question dans le monde complètement différent. Dans vos deux essais, il y a une grande part de récit, une grande part de subjectivité. M. Dubois, vous avez un peu répondu à la question tout à l'heure quand vous avez parlé de position en fait par les éditeurs. Mais j'aimerais vous entendre sur la nécessité que vous avez peut-être ressentie, sur le choix que vous avez fait dans le fond d'ajouter une part de ce qu'on appelle en littérature, une part de fiction ou d'autofiction conjointe à la dimension de l'essai. Est-ce que c'était pour, comme vous disiez tout à l'heure, pour frapper l'imaginaire ou c'est un moyen de plus se rapprocher du public potentiel que vous disiez? J'aimerais vous entendre là-dessus. Moi, c'était pas naturel. Moi, c'est sûr, moi, c'était pas naturel. Peut-être que la différence. Moi, c'était vraiment naturel. Moi, c'était absolument pas naturel. C'était beaucoup plus difficile. C'était beaucoup plus difficile. Les chapitres plus théoriques, plus analytiques s'écrivaient assez rapidement. Puis les moments au jeu, tout ça, ça a été plus difficile. Mais finalement, j'ai trouvé ça important pour humaniser le récit, pour le rendre plus accessible. Puis parce que aussi, il y avait, oui, un aspect assez personnel, au sens où ça m'a fait beaucoup de bien aussi de revivre ces moments-là en les écrivant. Donc il y avait ces deux choses-là, la volonté de rejoindre les gens, la volonté, moi, de faire aussi un bilan, mais ça a été difficile. Ouais. Mais moi c'est à l'inverse, j'étais parti sur un truc, je voulais faire un essai, Simon, il est-tu là? Non, il est pas là. J'ai fait travailler avec un étudiant, on a fait de la recherche, c'est ça qu'on jasait tout à l'heure. C'est-à-dire, là, j'avais tellement peur de me mêler de ce qui ne me regardait pas, puis d'écrire un essai pas sérieux, que j'ai été comme 3 mois à lire des trucs sur la classe moyenne, puis à me barder de statistiques. Puis les premières versions, c'est un peu Nicolas qui nous a sauvés du naufrage. C'est-à-dire, il y a un moment, il disait ça, mais c'est d'une platitude. C'est quoi cette affaire-là? Parce que j'étais juste couru de la classe moyenne. Bon, ouais, je sortais des braquettes, il y avait des pourcentages, puis je me trouvais ben économiste, ouais. Ça n'avait absolument aucun intérêt. Puis là où j'ai remis, je me suis remis beaucoup aussi, pour moi c'était quelque chose, il y avait un côté esthétique, littéraire, c'est-à-dire, bon, ce que je fais c'est raconter des histoires, c'est que je ne vais pas me refaire non plus, mais l'autre aspect était pour moi politique et moral jusqu'à un certain point, c'est-à-dire, là je ne veux pas donner des leçons, je ne veux pas faire à croire que je suis totalement à l'intérieur de cette bébelle-là. Et là, ça devenait une façon aussi d'être honnête là-dedans. Tout à coup, je pense que j'ai eu des bons rapports, des bons retours par rapport à ça. C'est-à-dire là, tout à coup, je ne suis pas en train de dire, moi qui vis exactement comme on devrait vivre, puis vous, bande de barbares qui campez dans le parking du Costco. Je parle de mes bébelles à moi, de mes bébelles à la consommation à moi. Et partant de là, je pense que partant de là, tu peux aller plus loin. Je pense que c'est quelque chose que j'avais vu déjà en littérature avec Arvida, qui sont des histoires, mais il y a un côté, les gens des fois qui venaient pas de la même région que moi me disaient comment les gens réagissent à ça en région, à cette représentation-là, où on est loin de la carte postale, où il y a autant inceste, alcoolisme et compagnie. Pas juste ça, mais aussi ça. Et je me rendais compte que comme je m'en excluais pas, comme je me projetais visiblement là-dedans, qu'il n'y avait pas quelque chose de très extériorisé, on m'en permettait plus. Et donc, dans le ciel de la Terre, je pense qu'à un moment donné, ça devenait presque un argument rhétorique, le récit, c'est de dire, regardez, je vous raconte d'où ma famille vient, je vous raconte mes bébelles à moi, mes bébites à moi. Avouons que c'est pas juste mes bébites à moi, puis partons de là pour parler au nous d'une certaine façon, moi et vous autres aussi jusqu'à un certain point. Puis à partir de là, je suis pas juste en train de donner des coups de baguette sur les doigts du monde. C'est une forme d'engager le dialogue. Oui, c'est important pour ne pas tomber dans un élitisme de gauche, contre-culturel, qui se moi je paye mes tomates bio, ouais, c'est ça, exactement. La grappe, tu devrais faire ça. Ça ressort à la lecture aussi, on sent que tu veux justement pas tomber là-dedans, puis que ça c'est une grande qualité du livre aussi. Mais il ne faut pas tomber là-dedans, parce que ça fait partie de ce qu'on se disait aussi tantôt. Là, on se condamne, exactement. Une question derrière? Oui, sur la classe moyenne, je trouvais ça très intéressant, comme vous avez dit justement, que c'est une classe qui a oublié ses racines parce que, bon, on dit souvent que la classe moyenne, c'est des gens qui sont convaincus qu'ils sont des riches ratés ou sur le point de, justement, gagner la loto. Et puis, justement, j'écoutais une entrevue avec Zizek qui disait que
en fait, une clé, ça serait d'expliciter l'antagonisme qui existe dans, par exemple, le milieu de travail. Bon, est-ce que vous estimez que justement, dans le fond, l'explicitation de cet antagonisme est nécessaire, par exemple, dans la grève étudiante, lorsque, bon, on a mordu la main, puis elle nous a frappé, là, je veux dire, c'est quoi qui s'est passé? Alors, est-ce que vous estimez que c'est nécessaire? Tantôt, on a effleuré le sujet. Moi, je pense que oui. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs durant la grève beaucoup. C'est ce que j'ai fait notamment dans un de mes discours qui m'a beaucoup été reproché, où je nommais cette élite-là. Puis ça, c'est des mots qui étaient devenus comme passablement tabous au Québec. Et moi, oui, je crois que c'est important d'expliciter ce que tu appelles un antagoniste de classe. Je pense que c'est pas, ça va pas régler tous les problèmes, mais c'est un axe de discours important, parce que ça, nos adversaires le font, ils déplacent la rupture, ils déplacent le lieu de l'antagonisme en disant c'est les étudiants, les artistes, les syndiqués, les fonctionnaires. Nous, je pense qu'il faut pas avoir peur de faire ce genre de politique-là, mais de déplacer la frontière et dire non, écoutez, il y a des gens qui structurellement ne partagent pas nos intérêts, et quand les patrons vous disent, s'adressent à vous en disant alliez-vous avec nous contre le plateau, vous vous faites avoir. Parce que l'alliance, c'est pas là qu'il faut qu'elle se fasse, puis la lutte non plus. Ça, je pense que c'est il y avait beaucoup aussi autour de ça, c'est un moment, un peu l'idée de choisir ses côtés, parce qu'il y a toujours une volonté d'humilier la parole ou juste de la refuser, dire toi tu devrais pas parler. Et ça, quand je parlais du récit, c'est un peu ça, de dire ok, peut-être que je fais pas mal d'argent là, soyons honnêtes, mais ça n'a pas toujours été comme ça, donc je suis capable de comprendre un certain nombre de trucs. Et si on ne fait pas ça, c'est-à-dire il y a toujours le réflexe, toi tu ne devrais pas parler parce que tu viens de tel milieu, parce que tu as vécu telle affaire, et aujourd'hui ça va comme ça. Donc c'est vraiment toujours ferme-toi là à tous les moments. Puis je pense que il y a un côté générationnel aussi qui pour moi est très saillant aujourd'hui, mais autour de la grève, je le sais, je voyais mon fil Facebook, il y avait les faux amis de la grève, que dès qu'il y a une vitrine qui se pétait, là, ça sortait Give Peace a Chance, puis John Lennon n'a pas eu besoin. Là, c'est sûr que si je prenais une chambre d'hôtel, puis j'avais tous les journalistes au monde, j'aurais pas besoin de péter des vitrines, mais il y avait de ce côté-là, c'est-à-dire il y avait une espèce d'appui très, très superficiel. On est avec vous autres, mais ça débarquait vite et on s'en lave les mains rapidement de ça. Il y a une question ici derrière, puis ensuite madame. Vous avez parlé du sucré, la place en changement, mais je vais évoquer la ville de Détroit. Je ne sais pas si vous avez vu le film Détroit. En fait, on voit une ville en décomposition qui avait 1 800 000 habitants et maintenant on a 600 000. C'est pas juste la classe moyenne qui fait, c'est tout le monde. Alors les services publics, des incendies généralisés, personne ne va éteindre le feu, la police se déplace plus, il n'y a plus de service public qui est assuré. Vous prenez la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, vous regardez la série Traîneur. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez? La criminalité, la drogue, la décomposition sociale. Mais vous pouvez prendre ça dans le monde entier. Vous allez en Irlande, vous ignorez Cork, c'est des villes en déclin, en décomposition. Vous traversez la Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des villes qui disparaissent et qui ont 3 centres économiques. Il y a Christchurch, Wellington, Auckland et le reste est en train de disparaître. Vous allez en Australie, c'est la même chose. Un bled perdu il y a 15 ans est devenu Singapour, le résident. Donc, c'est pas juste la classe moyenne, c'est-à-dire que le capitalisme, il décompose, il recompose. Il décompose, il recompose. Et où il décompose, tout le monde est là. Et finalement, il y a l'immigration. Les gens, moi je le tiens à l'US, aller travailler en République. Aller ailleurs. Parce que Montréal, c'est une ville en déclin qui ne se recompose pas, qui se décompose continuellement. Moi, je suis arrivé dans les années 70 à Montréal. On était étudiants. On vivait en étourdis à 5 et à 6 personnes pour payer nos cours à l'UQAM et à l'Université de Montréal. Et moi, je regarde les jeunes aujourd'hui, c'est la même situation. Hein, c'est excepté ceux qui ont d'autres statuts. Mais finalement, qu'est-ce qui a vraiment changé?
Alors finalement, et cette ville-là, Montréal, qui a perdu l'année dernière 35 000 personnes. Elle perd 22 000 personnes par année qui quittent Montréal. C'est une ville, on l'écrit. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre ici? C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste regarder la classe moyenne, les frais de scolarité. C'est-à-dire que c'est une histoire à travers les capitalistes, les industries, les modes de développement dans des régions aussi. Moi, en tout cas, je porterais ça à ce niveau-là, je dirais. Parce que si vous traversez le monde, si vous allez en Grèce, le problème, c'est pas les frais de scolarité, c'est les gens ne peuvent pas se chauffer. Oui, ben, non, mais tout ce que je veux dire, c'est que quand je dis c'est pas juste la classe moyenne. Assurément, c'est pas juste la classe moyenne, mais la façon dont je parle de la classe moyenne, c'est que depuis 20 ans, c'est devenu une catégorie de projection tellement large que c'est presque tout le monde, la classe moyenne, dans la façon dont on essaie de l'instrumentaliser. Donc, bien sûr que c'est pas, au sens rigoureux, c'est pas un problème uniquement de classe moyenne. Et si on regarde justement, bon, financier sur la Grèce, on pourrait parler de l'Espagne aussi. C'est beaucoup des choses qui sont arrivées quand même avec cette fameuse religion d'austérité-là qui est toujours dirigée d'abord vers la classe moyenne et qu'on lui demande d'adouber. C'est ce qu'on commence à faire aussi ici, c'est-à-dire démanteler la fiscalité progressive qui permet de faire en sorte que l'argent se redistribue, démanteler tout ce qui reste de l'État-providence parce que vous n'avez pas les moyens de payer et vous allez échanger ça contre espèce sonnante. Et donc, l'apocalypse avérée qu'on a l'impression de voir quand on voit Détropia, justement, d'après la fin du monde, ben, elle commence souvent comme ça. Mais le capital, c'est encore le truc de la classe moyenne. La classe moyenne a été formée. Le capital n'a jamais voulu de la classe moyenne. Il n'a jamais eu besoin, c'est ça. Il l'a créé après la guerre, parce qu'il en avait besoin pour les produits de consommation. Il l'a créé parce qu'il y avait des rapports de force qui l'ont contraint. Il y en avait plusieurs. Il y avait le rapport de force créé par le mouvement syndical. Il y avait le rapport de force créé par la rivalité socialiste qui mettait une pression sur le capitalisme pour qu'il montre qu'il fonctionnait. Et c'est ça, et c'est là-dessus que... Parce que quand vous dites, oui, que c'est une histoire de capitalisme en général, vous avez raison. Mais le capitalisme, c'est pas un train qui fonce à vive allure, droit devant. Il y a des rapports de force qui font en sorte que le capitalisme prend des modalités différentes selon les époques. Les antagonismes de classe, les classes sociales, c'est pas deux blocs homogènes, transhistoriques, c'est des identités qui se composent, qui se recomposent selon les rapports de force. La classe moyenne, Samuel l'a très bien dit, le capitalisme n'en a jamais voulu. Il a été contraint par des rapports de force de faire ces compromis-là aux travailleurs-travailleuses. Les patrons, là, ils n'étaient pas plus gentils en 1955, en 1960, en 1965. C'est pas par grandeur d'âme qu'ils ont décidé d'augmenter les salaires. C'est parce qu'il y avait des rapports de force qui ont forcé cette recomposition-là. Et l'idée, et je ne pense pas que c'est la perspective ni de Samuel ni de moi, c'est pas de dire c'est le bon vieux temps et il faut y retourner, il faut refaire le compromis social-démocrate pour recomposer la classe moyenne sur ses cendres. La classe moyenne, elle a échoué parce que le système capitaliste, c'est un système qui génère des crises à répétition. Et en ce moment, ce régime-là de classe moyenne, il est en train de passer dans le tordeur parce qu'on lui demande de payer le prix de l'austérité pour rembourser ce qu'on a donné aux banques. Et c'est des rapports de force, ça, politiques. Et c'est là que l'action politique entre en jeu, c'est de dire on ne veut pas refaire la classe moyenne. Mais la classe moyenne, elle avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle libérait un peu les gens des intérêts économiques. Ça leur permettait idéalement de lire, de voter, de s'intéresser au monde. Et quand on perd ça, on perd quelque chose d'important. Et l'idée, c'est maintenant comment on dépasse cette configuration-là du capitalisme qui s'est cassé la gueule, comment on va plus loin dans le contexte de l'après-crise, dans le contexte d'une trappe de stagnation qui, les économistes disent, devrait se poursuivre sur 25 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Mais est-ce que la société est plus démocratique qu'avec la classe moyenne? Est-ce que la classe moyenne, c'était la garantie de la démocratie? Il faut définir démocratie. Il faut définir démocratie dans ce cas-ci. En tout cas, ça libérait une certaine partie de la population de nécessités économiques. Pour moi, disons, l'autonomie économique, pour moi, elle est déterminante pour l'autonomie politique et pour l'autonomie culturelle. Donc, sans dire que c'est un truc qu'il faut refaire, il y avait là un gain objectif
les travailleurs, travailleuses qui s'étaient, à l'intérieur du capitalisme, dégagé un espace de liberté. On prendrait peut-être une dernière question, madame, Oui. derrière. J'en ai deux pour un, mais je vais faire vite. Ce C'est sera des deux. vraies Ce questions. sera deux. Alors, je voudrais savoir pourquoi, après l'avènement du PQ, elle est pour Gabriel, celle-là, les péquistes ont été encore plus répressifs sur le terrain des manifestations. Je l'ai vu de mes yeux, il y avait beaucoup plus de voitures de police pour des plus petites manifestations, puis les souricières et d'arrêter les gens avant qu'ils aillent même manifester. J'ai essayé de comprendre, alors que c'est les étudiants et ce mouvement-là qui les ont mis au pouvoir, la marge mince qui manquait, et qu'ils étaient encore pires. L'autre question, elle est pour M. Samuel. Peux-tu parler du PQ aussi? Avec tous les droits. Oui, je vous en prie, je suis désolé. Oui. Et les élections de cette fin de semaine, et ce qui s'en vient d'après les sondages, de se retrouver libéral mur à mur. C'est comme une espèce de gros deuil, une descente d'acide, lance notre trip. Il ne se passe plus rien pourtant. C'est pas la classe moyenne qui a voté Coder, de ordure à Grimby, puis et qui attend Couillard, etc. Et Justin Trudeau. Hein. Voilà, deux questions. Bon, mais c'est tout pour ce Bon, sur la répression policière, moi, en tout cas, je sais pas si on peut faire un lien entre l'élection du Parti québécois et l'augmentation de la répression policière en termes de causalité. Ce qui est clair, par contre, c'est que, en fait, pour deux raisons. Premièrement, parce que je pense que il y a que les forces policières, particulièrement les SPVM, n'ont pas besoin de commandes politiques pour être répressifs. Ils sont capables eux-mêmes, ils ont une culture organisationnelle répressive qui date de plusieurs années, qui ont été blâmées en 2005 par l'ONU pour exactement les méthodes qui ont été utilisées durant la grève. C'est pas nouveau, donc c'est une force de police qui a sa logique propre, et évidemment, s'ils sentent que au niveau du pouvoir politique, on les achale pas trop, ils vont y aller plus. Mais il faut surtout pas penser qu'ils ont besoin de commandes pour être répressifs. Et donc, d'après moi, ce que les forces policières se sont dit, c'est que l'élection du PQ, c'était une perte de légitimité importante pour les gens qui manifestaient. Parce que là, les gens, ils avaient débarqué le gouvernement précédent, et je pense qu'ils se sont peut-être sentis plus autorisés de réprimer. Et je pense qu'en ce sens-là, il y a un lien, mais pas un lien de causalité, plus parce que les forces policières se sont dit « Ah, ben là, maintenant on peut y aller fort parce que les gens qui restent dans la rue, probablement c'est beaucoup moins de monde. C'est une frange qui est, disons, plus radicale, qui a beaucoup moins de support de la population que durant les libéraux. Et je pense que ça se sont sentis beaucoup plus légitimes de réprimer. Oui, puis pour une compréhension superficielle du conflit, les étudiants avaient gagné. Qu'est-ce que vous faites encore de il est débarqué, le Charest. Là, ça devient de la mauvaise volonté dans l'œil un peu superficiel des gens qui gravitent autour. Alors pour Coder, les élections municipales, je sais pas. Je suis pas le chef du parti de la classe moyenne, je parle de la classe moyenne. Est-ce que c'est pas la classe moyenne qui a fait ça? Ben oui, c'est toujours la classe moyenne qui fait ça, mais en même temps, je dis, bon, les élections municipales, pour qui vous vouliez voter en même temps? Il y a ce truc-là. Donc, on savait que ça allait pas bien se finir de toute façon, donc on a ça. On va avoir des chicanes là-bas, d'ailleurs, ça va être comique. Donc, Godzilla contre Rodin. Moi, je pense au niveau des élections, la seule affaire, c'est-à-dire, on peut le voir comme une grande source de stimulus, on peut le voir, c'est-à-dire, ce qu'il y a de rassurant par rapport à ce qu'on dit, au fait qu'on essaie de tout mettre dans l'axe d'une certaine façon, c'est qu'on est plus capable, la politique de parti au Québec, au Canada, c'est autre chose, mais par rapport au Québec, c'est la même chose, mais au Québec, on est plus capable de mettre tout le monde dans l'axe. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, le Parti libéral a perdu, le PQ n'a pas été capable de prendre le pouvoir. La CAQ ne fait que ça, faire des yeux doux à la classe moyenne. Elle ne croit pas vraiment. Legault est conscient. Ça fait qu'il y a un truc où on a l'impression, oui, qu'on est bien arrêté, mais ça veut dire en même temps que personne n'est en train de remporter la mise complètement.
avec des postures qui sont toujours, pour moi, qui sont toujours un peu douteuses, en fait. C'est-à-dire, on s'est débarrassé des libéraux. Moi, la grande déception, puis ça t'en parle dans le livre, c'est que tu vois bien que, et ça, c'est le PQ depuis Bouchard, mais même un peu au début des années 80, l'évêque, mais surtout le PQ de Bouchard, c'est-à-dire, ils veulent encore plus plaire à Standard & Poor's que les libéraux. Ils sont obsédés de ça, ils veulent être encore plus fins. Oui, en parlant français. Mais donc, pour moi, c'est sûr qu'il y avait une espèce de déception sur ce machin-là, mais ça fonctionne pas. Et là, il y a un truc qui s'appelle la charte, qui est pour moi, ça m'énerve beaucoup, parce qu'il y a le côté, ce que ça fait, là, je ne critiquerai pas les intentions, mais ce que ça fait, c'est que la division qui ne s'était pas faite pendant le printemps étudiant, elle se fait autour de ça, elle est encore plus... On avait une division province, les régions versus Montréal. Là, on a une division, il y a une grande perturbation dans la force, dirait Obi-Wan Kenobi. À l'intérieur même des milieux plutôt de gauche, plutôt laïque, on s'est en train de s'épivarder là-dessus, de s'arracher les cheveux de sa tête autour de la charte. Et pendant ce temps-là, économiquement, les politiques que poursuivent le PQ sont, sans être cynique, exactement les mêmes que Couillard ou Charest faisait avant. Je veux dire, ça n'a pas bougé d'un iota au niveau de faire des ponts d'or à quiconque veut aller soutirer de la garnotte dans le Nord, donner des subventions grotesques aux entreprises pour des trucs de plus en plus spéculatifs. Donc ça ne change pas entre-temps. Il y a des liens entre la question identitaire et la question économique, parce qu'on isole beaucoup la charte du anti-intellectualisme primaire et de mauvaise aloi. Violence sur le langage, c'est-à-dire là on est sur le mode, on va dire des trucs haineux, mais sur un mode très doux. Et moi, c'est surtout l'anti-intellectualisme qui me frappe, c'est-à-dire dans mon fil Facebook, je vois ce côté-là, c'est-à-dire le côté les pelleteux de nuages, les artistes, vous voulez pas vous mêler de ça, et donc taxer les gens d'un certain angélisme, ça marche de la même façon. Et ça se passe partout, ça se passe en France avec les Roms, ça se passe en Grèce avec Aube Dorée, ça se passe aux États-Unis avec les Tea Party, ça s'est passé historiquement, les moments où la lutte des classes devient plus violente, où il y a un appauvrissement de la population, c'est des moments propices à la bonne vieille stratégie de diviser les salariés. Et les boucs émissaires. Pour créer des boucs émissaires. Et c'est une stratégie historique des élites, et c'est exactement ce à quoi on assiste en ce moment. C'est classique. On va terminer C'était une soirée de discussion en direct de la librairie Le Port en Tête sur les ondes de 99media.org. Merci à tous d'avoir été de l'autre cette soirée. N'oubliez pas de suivre mon compte Facebook et ou Twitter pour découvrir le moment de la prochaine web diffusion. Merci à tous, bonne soirée. Je suis sorti donc pour une cigarette, je regardais ce qui se passait en avec la sonde. C'est pour ça que j'ai su si le son était bon ou non. Ouais, j'ai fait donc une cigarette, je savais. Ok. Ouais, mais... Non, mais... Je t'ai répondu. Ouais, ben moi aussi, puis Non.